bonsoir. Bienvenue dans la 29e émission des Visages de la Recherche, des femmes et des hommes toujours passionnés, curieuses, persévérantes, qui cherchent et font progresser les connaissances dans tous les domaines. Marine Luciano, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes chargée de recherche FNRS sciences chimiques à l'UMONS et on va parler bien entendu de votre recherche qui est à la fois passionnante mais un peu compliquée. Mais d'abord, question traditionnelle, vous êtes devenue chercheuse par hasard ou bien dès l'enfance vous cherchiez l'invisible? C'est une très bonne question, Pascal, mais je dois avouer qu'en fait c'est pas depuis l'enfance qu'est venue cette passion pour la recherche. Pour être honnête, c'est un hasard de parcours, puisqu'en fait, j'ai débuté une thèse à l'Université de Mons grâce à un financement du FNRS. Oui. Et en fait, la dernière année de thèse, ça m'a donné l'envie de poursuivre cette carrière académique. C'est ça. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai eu du soutien, je suis partie en postdoc, je suis revenue, et en fait, j'ai eu la chance de revenir dans le département de chimie. Au fond, au départ, vous ne saviez pas ce qu'était la recherche? Ah, pas du tout. Absolument pas. Non. Et aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la recherche? La recherche, je pense que c'est vraiment... La réponse, elle est vraiment personnelle, puisqu'en fait, on peut avoir énormément de définitions de la recherche, mais c'est avant tout, pour moi, avoir un trait de curiosité, de comprendre certains phénomènes qui ne sont pas encore compris. Aussi, se projeter dans l'avenir, puisqu'en fait, l'écriture de projet demande énormément de temps déjà, mais aussi de se projeter, de voir à long terme. Alors, vous me l'avez avoué, hein, même votre famille, même votre mari, personne ne comprend rien à ce que vous faites. C'est bien parti. Alors, est-ce que vous pourriez me l'expliquer comme si j'étais un étudiant de première année en chimie à l'Athénée? Ça va, en première année de chimie, peut comprendre. En fait, on sait tous que les organismes vivants sont composés de cellules, et les cellules, pour pouvoir se développer correctement, elles ont besoin d'un support. Et en fait, c'est ce support que je vais étudier, plus particulièrement les propriétés de ce support. Donc, propriétés des supports des cellules. Exactement. Toutes cellules. Pour l'instant, pas toutes cellules, des cellules modèles, mais plus j'avance dans mon projet, plus j'ai envie d'aller vers des lignées cellulaires qui ont un intérêt pour le cancer. Mais du coup, j'ai les propriétés, c'est d'abord les propriétés, comme j'ai pu l'expliquer, des propriétés de rigidité, par exemple. On sait tout ce qu'est un substrat mou ou un substrat rigide. Et j'ai poursuivi en étudiant la courbure. Donc, toute forme... La courbe? La courbure, oui, c'est ça. Donc... C'est spécifique à un objet courbé, à l'échelle micrométrique. On les voit? On les voit, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est finalement le support ça, c'est ce que j'ai développé. Cellule, mais là, qui est courbé, c'est-à-dire un peu mou. Ah non, vous pouvez avoir des cellules dures. Ah non, c'est pas la cellule qui est molle ou rigide, c'est son substrat, c'est son support, c'est ça. Et donc du coup, là, dans ma thèse, j'ai voulu développer un matériau qui puisse mimer les courbures représentatives de notre corps humain à l'échelle micrométrique. Donc on a des courbures différentes et sur ce substrat, j'ai déposé des cellules et j'ai regardé le comportement cellulaire. Voilà. Oui, et le but de cela, c'était, ça c'est de la recherche fondamentale. Oui. Mais donc vous vouliez voir le rapport, j'essaye de comprendre, hein, entre support et la fonction. Et la fonction, tout à fait. En fait, notre corps humain est composé elle n'est pas composée de surfaces planes, comme on pourrait le croire. Il est composé de milliers, de milliards de surfaces courbées à différentes échelles, à différentes rigidités. Et donc, on aimerait justement comprendre comment tous ces phénomènes impactent les cellules et à l'avenir impactent aussi le cancer. Donc, finalement, vos courbures que vous étudiez, c'est un peu une sorte de chorégraphie subtile du vivant, une sorte de ballet de force microscopique. Oui. Enfin, je sais pas, je fais des images. Une sorte de vent modèle de dune. Oui, c'est exactement ça. Les plis secrets de la matière. Pardon? Les plis secrets de la matière. Oui, c'est ça. Votre intestin est composé de plusieurs courbures, de différentes courbures, votre vessie, vos pancréas, tout. Donc, le comportement des cellules cancéreuses, c'est aussi, pour vous, votre but, les étudier avec ce rapport avec le support. Oui, exactement. Là, j'ai compris. Oui, à l'avenir, ça serait vraiment d'étudier, parce que là, nous, on commence forcément par le plus simple. On va vers des lignées cellulaires, donc un ensemble de cellules. Oui, et là? Oui, ça, c'est un matériau. Du coup, c'est toujours un hydrogel, du coup.
qu'on a développé au laboratoire pour mimer les lobules mammaires, dans lequel on est venu déposer des cellules modèles et regarder justement comment l'influence de la courbure va venir modifier les paramètres. C'est ça. Et là, sur l'image, Oui. la courbure, on la voit comment? On la voit voyait pas. très bien dans le premier, mais ici, on la voit plus. On ne la voit pas parce que c'est une vue du dessus, en fait. Et il faut voir ça comme si on faisait une coupe. On voit qu'on a un hémisphère, en fait. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce que vous êtes en train de nous expliquer? Je vous avoue qu'au début, en thèse, on n'a pas vraiment d'idées. On apprend avec le process à trouver des idées par soi-même, mais en discutant avec mon promoteur ou autre, on a vu que la courbure, elle influençait pas mal de paramètres et de pathologies dans notre corps. Du coup, c'est un bon paramètre à explorer. Et en fait, vous étudiez tout ça aujourd'hui en 3D, avec une technologie extraordinaire. Vous voyez l'infiniment petit comme si vous y étiez. Oui, c'est un peu ça. C'est grâce à la microscopie aussi, on peut... la microscopie se développe de plus en plus de nos jours et on est capable de visualiser nos échantillons microscopiques à 3 dimensions et du coup les voir, les visualiser comme on pourrait les visualiser dans notre corps humain. Chaque jour, vous êtes au microscope? Non, vous êtes dans votre ordinateur? Non. Malheureusement, non. C'est aussi tout le comment je vais dire, le développement vers une carrière académique qui nous fait de moins en moins aller au bench, à la paillasse. On est de plus en plus à l'écriture de projets, à la rédaction de papier. Et donc, malheureusement, je suis un peu triste de délaisser le bench, mais j'essaye d'y consacrer quand même pas mal de temps, mais beaucoup moins qu'en thèse, par exemple. Oui. Alors, bon, on parle aussi, les courbures, hein, ça, je crois qu'on a compris ce que c'était, on les a bien vues, mais vous parlez aussi de gel microstructuré. Oui, c'est Alors, expliquez-nous, ça, c'est quoi? Ce sont des architectures du futur capables de soigner, de sentir, de nourrir? Du futur, je ne dirais pas forcément ça, mais avec de l'adaptation, peut-être dans les années à venir, on pourrait adapter donc, cet hydrogel. Donc un hydrogel, c'est un matériau, c'est un biomatériau qui est capable, qui est biocompatible déjà de 1. Ça veut dire qu'il n'est pas toxique pour l'environnement, pour la cellule. Oui. Et il est composé à 99% d'eau. Donc ça veut dire qu'il est tout à fait biocompatible. Et de base, microstructuré, c'est justement corrélé à la structure, donc aux courbures. Oui. Et donc, on a essayé par synthèse, on a essayé d'englober tous ces paramètres de propriété de rigidité et de propriété de courbure en un seul matériau. Qui est le fameux gel. Et qui est l'hydrogel microstructuré, puisqu'en fait, il est composé de courbures à différentes échelles, à différentes structurations. Et quand vous dites « on est arrivé à », c'est-à-dire vous l'avez produit? Oui, en fait, je l'ai développé par moi-même durant ma thèse. Cet hydrogène microstructuré par toute une technique de photopolymérisation grâce à la lumière. Oui. Et ensuite, après, j'ai appris à mes collègues à développer d'autres supports, mais toujours basés sur cette technique. Et ça peut soigner aujourd'hui? Non, ça ne peut pas soigner. Pas encore. Mais à l'avenir, on pourrait utiliser justement ces hydrogels pour, imaginons avoir des hydrogels biodégradables qui possèdent dans leur sein des cellules souches et qui pourraient venir cicatriser, par exemple, ou avoir de la chirurgie reconstructrice. Votre rêve comme chercheuse dans votre domaine le plus fou, votre utopie, qu'est-ce que vous pourriez trouver, inventer qui vous transporterait au 7e ciel? Alors, si je dois dire, ça serait peut-être avoir une molécule, un composé ou que je sais qui puisse stopper une métastase, peut-être en irradiant, en réinitialisant la mémoire invasive, le côté invasif que les cellules cancéreuses ont forcément, et du coup, ainsi arriver à éradiquer un cancer ou n'importe lequel soit-il, en évitant toutes les chimiothérapies, les effets secondaires. Voilà, ça c'est vraiment une belle utopie. Alors bon, vous avez eu quand même un parcours, vous m'en avez parlé, quand on s'est vu, assez étonnant, parce que bon, vous êtes devenue chercheuse, mais vous êtes partie en Suisse avec un de vos enfants que vous veniez d'avoir, vous faisiez des allers-retours, etc. C'est pas évident, la vie de thèseuse, de chercheuse. Exactement, oui. C'est pas du tout évident et c'est quelque chose qui me tient à cœur justement de prouver aux jeunes chercheurs, chercheuses surtout, parce que bon,
il faut s'en rendre compte. L'égalité n'est pas encore L'égalité vraiment... n'est pas encore vraiment... on n'est pas arrivé à l'égalité. La femme est encore un peu moindre dans le cursus, dans arriver à avoir un poste permanent, FNRS ou autre. C'est pas évident. La femme doit toujours faire un compromis entre vouloir fonder sa vie de famille et avoir une carrière académique. Vous avez foncé, vous avez fait les deux, mais vous avez été aidée par votre famille, par votre mari, Exactement, parce que j'ai été énormément entourée, j'ai eu énormément de soutien, j'ai eu de la volonté surtout, puisque j'ai pris mon petit, je suis partie en Suisse et mon mari est resté ici en Belgique, et voilà. Mais je pense qu'il faut que les jeunes femmes, les jeunes chercheuses et qui ont l'envie de poursuivre une carrière académique le fassent, parce que tout est possible quand on est bien entouré et quand on est bien... quand on a de la coordination et tout ça, je pense que tout est possible. Il faut que les femmes n'aient pas peur d'y aller. C'est votre message, là? Oui, vraiment. C'est quelque chose les jeunes ça me tient, oui. Les jeunes chercheuses, elles ne doivent pas avoir peur de fonder leur propre famille. Le FNRS met en place énormément de soutien. J'ai eu affaire au FNRS justement pour mes 2 grossesses et ça a été parfait, franchement... Alors, il faut le dire quand même, vous êtes une sorte de virtuose, puisque vous avez été classée première sur 30 dans votre... Oui. Dans ma commission, en dépôt de mon projet de chargé de recherche. Oui. Oui, en effet. Vous rêvez au Nobel ou c'est un truc ringard? Le Nobel, c'est un peu loin. Enfin, c'est une vision un peu futuriste pour moi, mais si je pouvais déjà encore, à l'avenir, postuler, déposer un dossier de chercheur qualifié... Et si j'avais la chance de l'avoir, ça serait déjà un rêve parfait. Merci d'avoir été mon invité. On se retrouve dans quelques instants avec Jérémy Ferrer-Barthomeu, chargé de recherche au FNRS en histoire. On va faire un voyage tout à fait intéressant au XVIe siècle. À tout de suite.